Donc là, la promenade, je la fais pendant la matinée. Alors, ce qui est drôle, c'est que d'une part, j'aime bien faire ce genre de format. Alors évidemment, j'ai pas le stabilisateur, j'ai pas l'outillage qui fait que la qualité de cette vidéo est excellente. On me dit oui, il faut acheter un stabilisateur, tu vois. Pour l'instant, on améliorera éventuellement petit à petit, mais je pense que ça va quand même. Et je trouve, en tous les cas pour moi, c'est plus facile de parler comme ça en marchant. J'ai l'impression que les idées viennent plus facilement, les réflexions sont de meilleure qualité quand on marche, quand on est assis derrière son bureau. Maintenant, voilà. Et donc ce matin, je voulais aborder un thème qui m'a inspiré suite à une conversation que j'ai eue ce matin avec un ami. Et je voudrais le reprendre avec vous, ce thème. C'est un thème délicat. Pas se précipiter dessus comme ça, en tirant vite fait des conclusions hâtives. Il s'agit de parler des lois spirituelles. Il y a une question qu'on doit se poser. Est-ce que le monde invisible, le monde spirituel, l'au-delà, enfin on l'appelle comme on veut, est-ce que ce monde-là a ses propres lois? Comme nous, on a nos lois. On voit que dans la nature, il y a des lois à respecter. Si on ne les respecte pas, ça se retourne contre nous. Pas une histoire de loi, c'est pas des lois humaines, c'est des lois de la nature. Si on fait n'importe quoi avec la nature, on en a payé le prix, on sait ce que c'est. La nature se venge, mais elle se venge pas avec un état d'esprit vengeur. Elle délivre les conséquences de nos actes, ce qui est très différent de nos catégories de punition, de vengeance. On n'est pas dans ces catégories-là. Déjà, il faut sortir de ces catégories-là. Et quand on parle de loi, il faut aussi bien voir qu'il ne s'agit pas de nos lois telles que nous les entendons, nous, humains. Mais il y a comme des règles, comme des principes, en tous les cas, comme le fait de faire quelque chose, le fait de poser un acte, que ce soit dans ce monde visible ou invisible, parce qu'on est un peu entre les deux, eh bien, ça a des répercussions. D'une part, ça a des répercussions au niveau de l'ensemble, au niveau de la communauté, ça a des répercussions dans nos vies, ça a des répercussions. Tout ce que l'on fait a des répercussions. C'est pas neutre. En réalité, rien n'est neutre. Alors, soit on fait n'importe quoi, soit on décide d'en faire qu'à notre tête, comme des enfants mal éduqués, et on bousille tout. Le retour, il est violent. Soit on fait le singe, on fait semblant, on se moque des gens. Le retour, il sera violent aussi. À partir du moment, déjà, où vous utilisez un média comme YouTube, que vous parlez à plusieurs centaines de personnes, c'est pas neutre non plus. Ça nécessite une humilité déjà, et puis faire attention dans nos propos de ne pas induire des malentendus ou induire des conséquences en se présentant comme quelqu'un de parfait, de réfléchi, en prenant une posture de gourou. En tous les cas, moi j'en suis pas là, surtout pas. C'est pas du tout mon intention. C'est juste d'utiliser ce média pour réfléchir, poser des questions. Est-ce que c'est des bonnes questions que je pose? Chacun en jugera. Puis les gens s'expriment comme ils veulent. Je vois les messages, à partir du moment où c'est pas violent et c'est pas insultant, je laisse. Quand c'est insultant, quand c'est méchant, non, aucun intérêt. Ces gens-là, ils récolteront de toute façon ce qu'ils ont semé, c'est évident.
Il y a des lois là déjà, à ce niveau-là. Si vous attaquez une personne qui n'est pas mal intentionnée et qui n'a aucune raison de s'en prendre à elle, bah, je peux vous dire qu'il y a un boomerang, un sacré boomerang. Hein. Et ça, c'est clair que il y a des lois. Et ça, il faut qu'on y pense, parce que évidemment, on ne prend pas le temps de penser à ces choses-là. Et puis après, dans nos vies, il y a des avalanches de conséquences, de situations, de conflits, d'épreuves. On ne sait plus où on en est. Les gens sont débordés par tellement d'ennuis, de soucis financiers, d'épreuves que des fois c'est presque trop tard, quoi. Il n'y a pas moyen d'y voir clair. Alors donc faire le point, c'est important. Faire le point, se calmer et prendre le temps de réfléchir à ces questions-là. Quelles sont les lois éventuellement que je n'ai pas respectées? Quels sont les propos que j'ai tenus qui ont un effet qui est contre-productif? Et puis, quand vous avez la charge d'un pouvoir ou la charge d'une influence, c'est bien joli, vous profitez d'une certaine notoriété, vous profitez d'une sorte de confort, parce que le pouvoir vous donne de l'argent, le pouvoir vous donne une forme de renforce votre ego et donc une forme de rayonnement sur les autres, et cette puissance, vous pouvez être amené à en jouir. Et c'est là que le bas blesse, quoi. Après, évidemment, l'arrogance, la maltraitance, tout ça c'est lié. On voit bien les gens qui usent d'une mauvaise manière de leur pouvoir. On voit bien que qu'il y a des choses qui leur reviennent en pleine figure. On le voit dernièrement avec Hulot. Hein, c'est un exemple. Il a joué à l'écolo. Il a joué au donneur de leçons de morale avec Pierre Rabhi, tout ça. Enfin, il s'est fait toute une image comme ça. Enfin, en fait, derrière, on s'aperçoit que le personnage, il a consommé plus que 100 000 personnes. Je crois qu'il avait des bagnoles, tout ça. Enfin, il a un train de vie inimaginable. Il a vendu des produits qui étaient chimiques, tout ça. Enfin bref, il était dans une malhonnêteté intellectuelle terrible. Bah là, ça lui revient en pleine tête. Aujourd'hui, il ne peut plus sortir. Tout le monde le regarde comme un sale type, quoi. Bon, les témoignages qui ont été faits, évidemment, ils ne sont pas sortis non plus par hasard. Mais bref, c'est pas ça le propos, c'est que on voit bien que nous, les humains, on est très 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 arrogants. Très arrogants. On parle à tort et à travers. Et on ne pose pas les bonnes questions en général. Ce qui nous conduit à des échecs de vie, des échecs de santé, des échecs affectifs, tout. On voit que ça aujourd'hui. On voit que des gens malades, des cancers à profusion, une psychose, des comportements paranoïaques, complètement débiles, insensés, irrationnels. On voit des enfants qui sont contre les parents, des parents qui sont contre les enfants. Enfin, des vrilles qui partent en vrille, complètement en vrille. Des couples qui partent en vrille. Enfin, faut vraiment être aveugle pour pas constater cela. Alors, grande prudence et grande question concernant ces fameuses lois. Et ces lois spirituelles, ces lois auxquelles on ne prête pas attention, mais qui sont importantes, ne sont pas des codes. Justement, les religions ont un peu travesti en donnant aux gens une forme de code moral à suivre.
les 10 commandements, tu feras ci, tu feras pas ça, tu te vêtiras de telle manière ou pas. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de lois, non pas comment dire, comportementales, mais de lois intérieures. C'est-à-dire que notre monde intérieur doit respecter certaines lois. Et c'est tout. Pour passer d'une étape à l'autre, pour évoluer, on a besoin de respecter certaines choses et de respecter certaines lois qui sont liées à la nature ou au monde spirituel. C'est la même chose. En fait, notre monde matériel, c'est une forme de réplique physique, une forme de réplique grossière, je dirais, d'un autre monde. C'est en cela qu'il est intéressant, notre monde matériel. On voit la fragilité, on voit la fragilité de nos civilisations. On voit qu'il y a des cycles, on voit qu'il y a une tentative à chaque fois d'évoluer à travers ce qu'on appelle une civilisation, et puis que ça retombe, ça redescend. Et on retombe dans un côté décadent, mensonger, corruption, tout ça. Mais on le voit dans les ordres monastiques, dans l'église, moi qui un petit peu étudié l'histoire de l'église, on voit des ordres. À l'origine, vous aviez un saint avec une intégrité, une pureté totale. Il y avait des hommes qui rejoignaient, des hommes et des femmes. Après, ils faisaient une vie communautaire. Et puis, ils essayaient de vivre avec un principe d'intégrité. Et on voit que ces ordres-là se sont développés en France, en Europe. Incroyable. Ils ont amassé des richesses. Au début, il y avait une forme de pureté, de connaissance, puis ça s'est perverti. Ça s'est dégradé. Parce que, indéniablement, dans ce monde dans lequel on est, les choses s'usent et perdent de leur fraîcheur. C'est un peu comme la vie d'un homme. Il y a un moment donné, il arrive à maturité quand il a 20 ans, 25 ans, il est et le cerveau marche bien, c'est brillant, tout ça, puis ensuite s'enclenche une forme de dégradation, d'usure. Et c'est là qu'on voit que des gens qui ont été parfois très brillants, entre 20, je dirais 40 ans, ensuite ils se dégradent. Ils se dégradent même au niveau de la pensée, au niveau de l'inspiration. Et on voit ça aussi chez les artistes. Il y a une pointe comme ça, puis après, ça redescend. Alors ça, on pourrait dire, c'est une forme de loi aussi. Alors est-ce qu'on peut la conjurer, cette loi-là? Est-ce que c'est une loi fatale ou est-ce qu'on peut la conjurer? Est-ce qu'on peut imaginer un monde qui est ascendant et sans cette régression cyclique qu'on observe, soit au plan individuel, soit en plan collectif? C'est des bonnes questions, je pense. Mais là, ce que je constate, c'est qu'il n'y a plus personne, enfin il n'y a plus beaucoup de monde qui se branche sur le monde invisible. Je résume, le monde invisible, on y met tout ce qu'on veut, mais c'est tout ce qui n'est pas ce monde matériel dans lequel on est incarné. Cette ignorance du monde invisible, le monde invisible va nous le faire payer. Mais pas méchamment, pas pour nous punir, mais parce que cette attitude que nous avons arrogante, que nous maîtrisons tout, que nous pensons tout maîtriser, ça va se terminer par une catastrophe. Parce que on ne peut pas vivre sans le monde invisible. Alors, ça c'est la première, je crois, la première loi à respecter, c'est de savoir que nous déjà on n'est pas éternel sur Terre, on n'est que de passage et qu'en fait on dépend de quelque chose d'autre qui nous échappe. Donc d'où une humilité
à avoir par rapport à toutes ces questions-là, avant d'affirmer ceci, cela. Parce que les gens, ils affirment des choses des fois, mais avant d'affirmer, il faudrait déjà en avoir l'expérience. Sans expérience, on ne peut pas affirmer grand-chose. Après, c'est mental. Mentalement, on peut tout imaginer. Mais ce qui est important, c'est de les expérimenter. Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est nous expérimenter dans nos vies déjà comment ça fonctionne par rapport à la manière dont on a été dans une situation. Qu'est-ce que ça a eu qu'est-ce que ça a eu comme répercussion? Qu'est-ce que ça a eu comme conséquence? Le fait, par exemple, de se mettre avec quelqu'un, d'envisager de vivre en couple avec quelqu'un, c'est pas neutre. Ça va générer des conséquences. Et l'attitude qu'on va avoir, l'un et l'autre, les attitudes qu'on va avoir, vont générer des conséquences. Et à un moment donné où si on analyse notre positionnement intérieur, eh bien, on verra qu'il y a une logique, une forme de logique, une forme de cohérence par rapport à ces lois qui sont invisibles. Ce ne sont pas des lois elles-mêmes, ce sont d'autres lois, mais il y a une forme de cohérence. Il faut arriver à capter ça intuitivement, parce qu'il n'y a pas de bouquin, il n'y a pas... Moi, je connais des gens qui ont lu des bibliothèques sur l'ésotérisme, tout ça, c'était des vrais connards et des vies de merde. Donc, c'est pas la solution, hein. Franchement, c'est là qu'on voit que tous ces rats de bibliothèque, tout ça, je dis pas qu'il faut pas lire ni s'instruire, mais si ça leur avait servi à quelque chose, ça se verrait directement dans la production, dans ce qu'ils ont fait, dans leur vie concrète, réelle, et ça se verrait dans ce qu'ils ont, la manière dont ils ont rayonné. En général, c'est même pas ils sont trop dans le mental, quoi. Il faut lire, mais pas avec ce côté mental, intellectuel. Il faut essayer d'intégrer. Il vaut mieux intégrer des petites choses simples que de s'attaquer à des trucs compliqués et de ne pas avoir la capacité de les digérer. C'est comme quand vous mangez. Parfois, il vaut mieux manger des petites rations, surtout quand on a été déshydraté, on dit bien, quand on a été en diète pendant longtemps, on prend des petites bouchées. La boisson, vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas vous hydrater, vous ne pouvez pas boire. Après, vous allez prendre des petites... On vous conseille toujours de prendre des petites portions d'eau, de boire des petites gorgées, mais de ne pas comme ça tout avaler. Pour l'ésotérisme, c'est pareil. Quand on n'a pas de connaissances et quand on est aujourd'hui dans une civilisation hyper matérialiste et peu spirituelle, eh bien, il faut y aller à la petite cuillère, des petites choses simples, pas s'attaquer déjà à des grandes théories spiritualistes où on parle de tout et de n'importe quoi. Là, c'est pas notre niveau. Personne n'a ce niveau-là. Personne n'a le niveau. Les humains n'ont pas ce niveau-là. Donc, ça sert à rien de partir sur et après on fait une indigestion et puis ça se termine mal parce que les gens sont incapables d'absorber tout ça. C'est impossible. Et puis si on visionne ou si on regarde toutes ces théories comme ça, comme un objet de distraction, ça ne sert à rien non plus. C'est pas ça qui nous fait avancer. Donc on y va par petites doses. Donc là, simplement, déjà réfléchir à si on respecte certaines lois ou pas. Comment on se comporte. Comment on influence, quel rôle dans la société on joue, à quel niveau on est, quel pouvoir on a sur les autres. Quelqu'un qui est dans une entreprise et qui a un pouvoir hiérarchique, il a la responsabilité énorme. Moi, j'ai vu dans un service où une personne a été en difficulté, la personne a tenté de se suicider et de se tuer avec ses enfants. Quand même pas rien. Moi j'avais prévenu. À l'époque, j'étais délégué syndical et j'avais repéré la souffrance de cette personne. Et les autres collègues et la hiérarchie avaient là une responsabilité bien précise par rapport à cette personne qui avait tous les symptômes d'une fragilité. Eh bien, quand je suis parti du service, eh bien, ces gens qui avaient du pouvoir, ils l'ont massacré. Et puis comme les autres, par soumission à la hiérarchie, ont pris le relais justement de cette attitude, je dirais,
méchante par rapport à la personne victime, par rapport à ce bouc émissaire, eh bien, ça l'a conduit à une tentative de suicide. Alors je sais, voilà un exemple type de quelqu'un qui a le pouvoir et qui l'utilise vraiment mal, qui fait du mal. Bon ben, je peux vous assurer, dans cette vie ou dans une autre, j'en sais rien, mais je peux vous assurer que la personne qui a usé de son pouvoir et qui a permis que cette chose-là arrive sous sa responsabilité, elle a fatalement créé une forme de préjudice et comment dire, elle est débitrice par rapport à ce qui s'est passé. Elle est débitrice. Elle n'a pas joué son rôle, surtout que je me souviens très bien d'avoir informé, de l'avoir interpellé. Mais ça s'est multiplié des milliers de fois. Combien de fois j'ai vu ça dans les entreprises? C'est pour ça que je parlais beaucoup au début dans ma vidéo, j'ai beaucoup travaillé sur la souffrance au travail, tout ça, parce que c'est des mécanismes-là de pouvoir, de responsabilité collective. Il y a des gens qui ont des charismes, qui ont une forme de pouvoir même, non pas hiérarchique, mais comme ça autour d'eux, ils peuvent faire beaucoup de mal, avec des fausses rumeurs, avec des... j'ai vu aussi que parfois ils récoltent ce qu'ils ont semé, hein, et c'est très violent, mais ils ne remettront jamais en cause. On touche à des choses dont on n'a pas idée. Même les mots ont une force, même les paroles qu'on prononce ont une force. Rien n'est anodin, un geste, un sourire, le fait de faire la tête, on voit les gens n'ont plus de sourire, évidemment avec le masque encore c'est pire, mais là, les visages que l'on voit ne sont pas des visages, comment dire, qui font du bien. Les visages sont fermés, il y a une forme vous allez dans des pays où les gens sont beaucoup plus malheureux sur le plan matériel, mais ils ont des sourires éclatants. Je suis allé en Afrique, ça n'a rien à voir. Et pourtant, je peux vous assurer que les conditions de vie ne sont pas les nôtres. Donc nous, on a tout axé sur les conditions matérielles, on a tout, la machine à laver, la machine à laver à vaisselle, l'aspirateur, la petite maison bien chauffée, tout ça, la voiture, la dernière modèle de chez Peugeot. Ils ont des gueules de déterrés, hein. C'est la communauté de la famille Adam. Tout le monde a des têtes ravagées. Il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de plaisir. Les gens ne sont pas comme ça. Alors évidemment, on se contamine les uns les autres. Au bout d'un moment, moi je fais de sourire puisque les gens ne renvoient pas le sourire. On sourit. Quand on est dans une communauté où tout le monde a le sourire, on finit par sourire nous-mêmes. Mais quand vous voyez que tout le monde fait la tête, vous aussi vous faites la tête comme les autres. Et ça nous a contaminés. Et c'est dur de garder le sourire avec tout un environnement qui fait la tronche toujours, où les gens font toujours la tronche. Bon ça c'est aussi une loi. C'est aussi une loi. Normalement on n'est pas du tout on respecte pas du tout, je dirais, la vie quand on a cette attitude-là. Donc c'est normal que l'Occident, on va traverser une crise, je ne vous dis pas. Hein. C'est le résultat et c'est la conséquence de ce que nous avons été, de ce que nous sommes. Nous les Occidentaux, on avait une grosse responsabilité, grosse, parce que l'Occident a développé justement des outils de pouvoir, des outils très forts, très puissants. Et ça aurait dû nous conduire, non pas à de l'humilité. Plus vous avez de la force, plus vous devez être humble, plus vous devez être modeste. Si vous fanfaronnez parce que vous avez un petit peu de pouvoir, ou vous venez de faire un héritage et vous fanfaronnez comme ça, avec votre argent, tout ça, vous allez le payer cher. C'est inversement proportionnel. Et ça, on n'a pas du tout compris. Même les gens qui sont dans les communautés, ou les gens qui sont dans une espèce d'attitude comme ça, d'exhibition indécente avec leur argent, et c'est sûr qu'ils vont s'attirer de la haine, qu'ils vont s'attirer une forme de haine. On doit justement, quand on a du pouvoir, tout ça, on doit être mesuré, on doit avoir un rang, on doit respecter un rang, on doit avoir une attitude qui correspond à notre rang social. Sinon, c'est la catastrophe. C'est pour ça qu'autrefois, il y avait une forme il y avait des catégories différentes, mais quand on appartenait à un rang, à travers l'éducation, l'enfant était déjà préparé à être digne du rang qu'il occupe. Donc une forme d'abnégation, une forme de discipline, tout ça. Aujourd'hui,
on a une société de parvenus, on n'a pas une société, on n'a pas une élite, je dirais, spirituelle. On a des parvenus qui sont arrivés en faisant des croche-pieds aux copains, qu'on fait les qu'on fait des choses vraiment monstrueuses, et puis ils arrivent au pouvoir, et puis on voit, ils baignent dans l'indécence, ils baignent dans l'outrance, ils baignent dans l'exhibitionnisme. Ils ont aussi des transgressions de partout, il y a des transgressions sexuelles, des transgressions, je dirais, sur le plan matériel, par rapport à l'argent, tout ça. C'est l'outrance. Et cette outrance, on voit, elle devient... on commence à en voir un petit peu, revient, ça commence à venir à la surface. Olivier Duhamel, par exemple, qui a commis un acte d'inceste, il l'a reconnu. Bon, bah, ces gens-là je crois qu'il était président du siècle, une association extrêmement huppée, enfin de pouvoir, quoi, où les gens de pouvoir y allaient. Ce type-là avait une influence et passait dans les médias comme un donneur de leçons. Ces gens-là nous donnaient des leçons à propos de tout. Et ce mec, il se comporte comme un type ignoble, quoi. Et tout est comme ça. Je vous assure, tout. Je ne peux pas dire tout ce que je sais. Il y a des choses dont je suis au courant, mais jamais je pourrais les révéler. Surtout sur une chaîne, mais je peux vous assurer que beaucoup n'ont pas respecté ces fameuses lois, et bien au contraire. Alors, de toute façon, on va donc être aujourd'hui au pied du mur, nous, l'Occident. On va être au pied du mur. Et ceux qui n'ont pas pris conscience qu'on devait se poser déjà ce type de questions, déjà se poser la question, c'est important. Faire un retour sur soi et se poser cette question, qu'est-ce que je fais pour respecter ces lois? C'est pas de faire le tri sélectif dans vos poubelles, ça c'est de la connerie, ça. C'est pas ça, il s'agit bien d'autre chose. Il s'agit bien d'autre chose. Il faut arrêter avec toutes ces conneries. Là aussi, on nous embarque, on fait du tri sélectif et après tout est mélangé et tout va au même endroit. On le sait que ça s'est passé comme ça. Tout est un mensonge en fait. Alors, il ne faut pas rentrer dans cette petite morale de supermarché de bas étage. Ça n'a rien à voir. Respecter les lois spirituelles, respecter la nature, tout ça, c'est pas rentrer dans une idéologie écologiste qui est complètement matérialiste également et qui comprend rien à ces choses-là, qui n'a pas de verticalité. Donc tout ça, ça vaut rien du tout. Non. Si vous adoptez, quand on adopte la bonne attitude, fatalement, on est respectueux de la nature, on est respectueux des autres, on est respectueux de la vie en général, et tout ça vient naturellement sans que ça en devienne un principe, une idéologie ou un parti politique. Voilà, et puis on n'est pas parfait, on est très imparfait, on commet tous les jours des erreurs et on enfreint ces lois tous les jours. Moi je suis conscient que... mode économie d'énergie. Voilà, c'est le téléphone qui commence à... c'est la batterie qui ne tient pas. Voilà, écoutez, sur ce, je vous laisse et puis je vous souhaite un bon week-end. À bientôt.